Bienvenue dans notre deuxième journée du congrès. Durant cette matinée, nous allons commencer par, comme ceci est prévu dans le programme, par une présentation plénière qui sera assurée par le professeur Mohamed Habibi. Alors, Mohamed Habibi qui va nous présenter aujourd'hui une séance plénière intitulée « Fabrication additive intelligente et matériaux réactifs, catalyseurs de la transition vers le manufacturier 5.0 ». Mohamed Habibi est professeur en génie mécanique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, diplômé d'une maîtrise en génie mécanique de l'École supérieure des sciences et techniques de Tunis en 2010, d'un master en Computational Mechanics Graduate Programme de l'École polytechnique de Tunisie en 2012 et d'un doctorat en génie mécanique de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2016. Mohamed Habibi est actuellement professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est membre senior de l'Ordre des ingénieurs du Québec et il est directeur de l'équipe de recherche en génie mécanique avancé, fabrication avancée. Ces domaines de recherche s'intéressent essentiellement aux matériaux fonctionnels avancés, aux procédés de fabrication et avec un focus particulier sur la fabrication additive intelligente et les matériaux intelligents. Le professeur Habibi a eu plusieurs positions dans la biomécanique et en industrie aussi, et dans l'efficacité environnementale. Il a eu et gagné plusieurs prix de recherche. Il est revieweur pour plusieurs journaux de la spécialité. Il a conféré à l'échelle internationale dans plusieurs universités européennes et nord-américaines. Et il est encadrant pour plusieurs étudiants de master et au doctorat. Donc, professeur Habibi, bienvenue en Tunisie, parmi les tiens, au coutume. Pour la première fois au coutume en tant que professeur. Donc, à vous la parole. Vous avez, comme prévu, 50 minutes de présentation. Okay. Merci beaucoup, Sénézar. Donc, merci beaucoup, Sénézar. Sabah al-Nour, sabah al-Khir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que c'est le retour aux sources, c'est le retour aux origines, c'est le retour où là où j'ai commencé. Donc, comme il a introduit M. Nézar, je viens vous parler un peu de la fabrication additive intelligente, l'industrie 4.0, 5.0. Mais avant tout ça, j'aimerais adresser un petit mot de remerciement pour le comité scientifique, pour le comité d'organisation à la nation CETAL. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est Nézar pour le comité scientifique. C'est une première et ça ne sera pas la dernière. D'accord? Donc, comme vous le savez tous, ça fait 5 à 10 ans qu'on parle de l'industrie 4.0. On parle d'une transformation au niveau de l'industrie où on veut intégrer beaucoup plus d'intelligence. Ce n'est pas juste les humains qui sont intelligents, on veut rendre les machines, les procédés aussi intelligents. Donc, on a intégré des nouveaux concepts. Comme vous le savez tous, les boucles de contrôle, les jumeaux numériques, l'objectif c'est d'optimiser les performances. On veut produire plus efficacement, avec moins de rebuts, moins de déchets. On veut optimiser nos chaînes de supply chain, dans le fond, nos chaînes d'approvisionnement. On va être toujours à l'affût des nouvelles technologies, on veut s'améliorer, on veut améliorer nos méthodes de production et nos procédés. Donc notre équipe, qui est l'équipe de recherche en ingénierie mécanique avancée, qui est une équipe jeune, qui a juste 3 ans maintenant. Donc on a commencé en 2021. On travaille principalement sur le développement des jumeaux numériques pour la fabrication additive. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est un jumeau numérique, à quoi ça sert et comment on les développe, comment on l'utilise pour améliorer la performance de nos procédés. On travaille aussi sur la mise au point des procédés de fabrication additive, mais on se spécialise principalement dans le FDM.
Pourquoi? Parce que c'est un des procédés les plus utilisés dans le monde. C'est un procédé économique, c'est un procédé qui ne coûte pas trop cher pour la recherche, comparé au SLS, SLM. J'en fais aussi des SLM, mais je laisse la parole à mes collègues à l'ensuite après de présenter les travaux qu'on réalise ensemble. Ça m'intéresse, mais ce n'est pas mon créneau principal. Le développement et l'intégration des matériaux réactifs. Et ici, je mets 2 lignes sur le terme réactif. Je n'aime pas le mot intelligence, je m'excuse. Je suis un des experts qui ne croit pas à l'intelligence des matériaux. Okay. Dans toutes les références, dans toutes les publications à travers le monde, on utilise le mot intelligent, mais je demande, s'il vous plaît, arrêtez de l'utiliser. C'est l'humain et la machine qui sont intelligents, les matériaux non. Ce sont des matériaux réactifs qui interagissent avec leur environnement, mais on ne peut pas les appeler matériaux intelligents. Alors, comme je l'ai mentionné, on est à 4.0, mais on prépare, la communauté scientifique, elle prépare le virage, la transition vers le 5.0. C'est quoi le 5.0? C'est tout ce que vous voyez en bas. Ok, donc une transition vers un écosystème 5.0 en manufacturier en général, mais nous on spécifie 5.0 en fabrication additive. Ok, c'est constitué de quoi? Ben, elle est constituée d'une intelligence distribuée. Ok, on utilise l'intelligence artificielle maintenant pour optimiser le fonctionnement des systèmes, mais on veut aller beaucoup plus loin. On veut utiliser l'IA embarquée. C'est quoi l'IA embarquée? C'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas à l'extérieur du procédé, elle est au sein du procédé. C'est elle qui drague le procédé, c'est elle qui décide qu'est-ce qu'il va faire, c'est elle qui décide quels sont les paramètres qui seront utilisés par la machine, FDM, SLS, SLM, peu importe. On veut intégrer encore un peu plus le jumeau numérique. Le jumeau numérique est une réplique virtuelle. Okay, donc on a une réplique qui réplique ce que la machine doit faire en mode simulation, okay, pour s'assurer que la machine va donner le meilleur résultat en conditions fonctionnelles. On essaye aussi d'inclure ce qu'on appelle l'analyse prédictive. C'est avant de commencer une impression, on veut prédire le comportement de la pièce, on veut prédire comment elle sera fabriquée, comment elle sera fonctionnelle dans les conditions de fonctionnement. Et on veut aussi inclure ce qu'on appelle l'auto-apprentissage et l'auto-optimisation. Donc, on fabrique une première pièce avec telle condition d'impression, on fabrique une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Okay. La machine, à chaque itération, elle doit apprendre d'elle-même. Elle doit apprendre à s'auto-corriger, elle doit apprendre à améliorer la performance de la pièce qui est fabriquée. Il y a un aspect très crucial, c'est l'interaction entre l'homme et la machine, donc l'interaction humain-machine. Les jeunes chercheurs, les prophéties qu'ils ont déjà utilisé les slicers dans les logiciels de tranchage, ben, depuis des années, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus facile. On a des interfaces plus interactives. Okay? Donc, on veut améliorer cette interactivité-là avec les logiciels de préparation de l'impression, mais on veut aussi développer des outils qui donnent du feedback, des rétroactions à l'utilisateur avant et pendant l'impression et même un peu après. On veut aussi intégrer la réalité virtuelle, puis je souligne la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est un outil en émergence, en pleine émergence, qui est rarement utilisé dans la fabrication additive, mais qui a beaucoup de potentiel parce qu'on peut naviguer à l'intérieur de la structure maintenant. Donc avec la réalité virtuelle, on peut voir les défauts, on peut détecter les défauts, on peut aller chercher les défauts dans le volume de la pièce qui sera imprimée. Les boucles de rétraction, comme je l'ai expliqué, on a aussi une composante très importante qui est les matériaux réactifs. Et pourquoi les matériaux réactifs? Parce que c'est des matériaux qui amènent une certaine forme de réactivité avec l'environnement. Okay? On connaît les matériaux, on est des spécialistes de matériaux, mais ces nouveaux matériaux-là, cette gamme de matériaux-là, elle se comporte différemment des matériaux qu'on connaît tous. Pourquoi? Parce qu'elle répond à plusieurs stimulus comme la température, l'électricité, la lumière, il y en a d'autres stimulus qu'on peut utiliser, fait que ça nous donne une certaine interactivité pour changer de forme, changer de comportement. Parmi les matériaux réactifs, on voit souvent, récemment, on voit l'apparition de beaucoup de publications sur les composites. On appelle ça des smart composite materials, mais c'est des reactive composite materials dans le fond. Donc, l'idée, c'est de renforcer les polymères parce que les polymères ne sont pas
pour certaines applications nécessitent des propriétés mécaniques assez élevées, qu'avec le polymère seul, on ne peut pas y aller chercher, fait qu'il faut introduire des éléments de renfort. Ça pourrait être des fibres, des céramiques, des nanoparticules comme les nanotubes de carbone. On a une troisième catégorie, celle qui nous intéresse en particulier dans nos travaux de recherche, ce qu'on appelle les SMP. Les SMP, c'est shape memory polymères, c'est des polymères animaux de forme. Ces polymères, c'est l'origine de la naissance et du développement de l'impression 4D. Donc, c'est quoi le 4D? C'est le 3D plus les SMP. Okay? Donc, la composante, la quatrième composante, qui est la composante temporelle, elle provient directement de la mémoire de forme de ces polymères. Je vais en parler un peu plus tard pour vous donner quelques exemples d'application. Mais il y a deux aspects qui sont absents dans le manufacturier 4.0 puis qui apparaissent en force dans la transition du 5.0, qui sont la durabilité et la circularité. Vous connaissez tous que l'Union européenne maintenant, elle va imposer une traçabilité de l'empreinte carbone. OK? Fait que le procédé, son empreinte carbone maintenant, elle est calculée puis elle est payée. Donc, dans les frais que vous allez payer pour acheter une pièce, vous payez une grande partie de l'empreinte carbone. Ça se reflète aussi dans le cas de la fabrication additive, parce qu'on doit concevoir pour être esclave. Donc, on conçoit l'avantage de la fabrication additive, c'est qu'on utilise des plastiques qui sont déjà connus, qui sont faciles à recycler, mais il faut aussi concevoir pour être recyclable, parce que pour certains matériaux, on n'est pas capable de recycler jusqu'à maintenant. Donc, dès le départ, l'ingénieur doit concevoir en tenant compte de la recyclabilité. On privilège l'utilisation des matériaux biosourcés, ou recyclés. Bon, il y a des dilemmes au niveau des matériaux biosourcés à cause de leur sensibilité à l'humidité, à cause de leur biodégradation, ainsi de suite, mais c'est fortement encouragé. Il y a des solutions technologiques maintenant pour remédier à ces impacts-là. Et on doit toujours faire une évaluation continue de l'empreinte carbone, que ce soit au niveau de la fabrication des filaments, des granules, de la poudre qu'on va utiliser, que ce soit dans le procédé d'impression 3D lui-même ou même dans les supply chains par après. Il y a aussi une composante prédominante maintenant qui n'existait pas 100% dans les fabrications 4.0, c'est les usines connectées maintenant. Okay. Si vous êtes au courant, Amazon est en train d'installer des gigafactories pour 3D printing. Ils veulent que le client il lance une impression et le reçoit le jour même ou le lendemain par colis UPS. Okay. Donc, c'est fabriqué, envoyé le jour même ou plus tard le lendemain. Donc, ces usines-là sont des usines qui sont connectées avec le client, mais les machines sont connectées entre eux. Il y a aussi la notion d'impliquer tout ce qui est cloud computing aussi pour accélérer les calculs, parce que la fabrication additive ouvre la porte à ce qu'on appelle l'optimisation topologique. Dans le fond, c'est de garder les mêmes propriétés mécaniques mais de réduire le poids. Donc, c'est un avantage qu'on gagne avec l'utilisation de la fabrication additive, mais les techniques qu'on utilise, basées sur l'élément fini, sont time consuming dans le fond et ça demande une capacité de calcul très élevée. Donc, utiliser des ressources qui sont disponibles sur le cloud, c'est une des solutions qu'il faut privilégier. Il y a aussi la notion de partage des données. La beauté avec la fabrication additive, c'est quelqu'un qui fait de l'impression ici en Tunisie peut me partager au Canada ces données. Que moi, je peux l'utiliser pour faire le co-apprentissage et l'auto-optimisation de mon procédé. D'accord? Donc, il y a cette notion de partage de données. Il y a l'innovation collaborative. Il n'y a plus de frontières maintenant. En sciences, on peut collaborer entre Tunisie, le Canada, le Japon, la Chine, peu importe dans le monde. Mais la fabrication additive facilite encore, parce que quelqu'un qui est en Tunisie, il peut lancer de la Tunisie son impression au Canada. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Un point très important, c'est la traçabilité. C'est tout ce qu'on fait en fabrication additive et reste enregistré quelque part. Fait qu'on peut aller chercher des mois et des mois plus tard pour regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant l'impression que je l'ai lancée il y a quelques mois. Donc cette notion, elle est très importante pour l'écosystème 5.0. Donc si on fait un petit récap,
un écosystème 5.0 en fabrication additive n'est pas seulement une mise à niveau technologique. Donc, ce n'est pas une machine que je lui ai ajouté des capteurs pour mesurer tel signal ou tel signal. Non, c'est une transition complète vers un nouveau paradigme où l'intelligence artificielle, le contrôle en temps réel et la durabilité fusionnent pour créer un continuum de valeur. Donc, on parle d'un continuum de valeur qui commence dès la conception à la réutilisation des matériaux en impliquant pleinement l'humain dans la boucle de création. D'accord? Donc la transition, c'est tout un continuum de valeur. On doit aller chercher la valeur ajoutée à tout le niveau de développement. Donc, pour aujourd'hui, comme on a 45 minutes seulement, on va se concentrer sur deux parties. La première partie, on va parler des matériaux réactifs. Deuxième partie, fabrication additive intelligente. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est de vous mettre en lumière la synergie matériaux plus intelligence des procédés comme catalyseur de la transition vers la fabrication additive 5.0. Donc, un petit historique pour la fabrication additive. C'est tout ce que la fabrication additive a apparu en 1980 en Haïti avec un chercheur Hideo Kodama qui a fait une première prototype d'une machine d'impression que moi j'ai eu le plaisir de le voir en vrai. Elle est déjà existante encore. Ça stagnait un peu entre 1980 et 1990 avec l'apparition de la première imprimante commerciale, Stratasys, avec la compagnie Stratasys, en 2000. En 2010, entre 2000 et 2010, il y a un fort intérêt de la communauté scientifique, pas autant que ça au niveau de l'industrie. L'industrie a été trop réticente à ce nouveau procédé-là. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça va amener qu'on va les rajouter dans la chaîne manufacturière? Tout a été encore à définir. Mais il y a un nouveau concept qui a apparu en 2013 avec Skyler TD, dans le fond que lui a introduit ou a utilisé les chaînes polymères dans la fabrication additive. Donc le premier prototype, je m'en rappelle, c'était un petit serpent avec des joints, avec des connexions. Puis il montrait comment il peut bouger en l'exposant à la température. Donc lui, il a intégré les chaînes polymères dans la fabrication additive pour développer le concept de carré. Pas beaucoup d'intérêt jusqu'à les années 2020, mais particulièrement au Canada, on a eu une consigne gouvernementale que c'est un axe d'intérêt, il faut que les chercheurs travaillent là-dedans, puis c'est là-dedans que moi je suis allé chercher ma subvention à la découverte pour bâtir mon équipe. Donc, une petite précision, tout ce que je vais présenter aujourd'hui, ça provient de nos travaux les 2 dernières années, puis pour ceux qui sont intéressés, vous avez toujours la référence pour l'article. Si vous êtes intéressé, on peut en discuter un peu plus tard. Alors, c'est quoi un matériau réactif? Dans le fond, un matériau réactif, c'est un matériau qui réagit à un stimulus externe. Okay. Les matériaux standards, on les fabrique dans une forme et ils gardent cette forme-là jusqu'à la fin de vie. C'est figé dans le temps, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas se transformer. Un matériau réactif, il réagit, il est vivant. Il n'est pas intelligent, mais il est vivant. C'est quoi cette interaction-là avec le milieu extérieur? Dans le fond, c'est une transformation au niveau moléculaire. Okay. On prend un plastique et il réagit à température ambiante. Dès qu'on s'approche de sa température de tension vitreuse, les molécules commencent à danser. Donc, ils commencent à bouger, ils commencent à ramollir, puis c'est cet effet-là qu'on utilise pour fabriquer des pièces imprimées en papier. Donc, comme je l'ai mentionné, la fabrication additive ou l'impression 4D, c'est l'association 3D plus matériaux réactifs, et qui est une technologie qui permet de concevoir des structures programmables capables de changer de fonction, de propriété après la fabrication en réponse à un stimulus externe qui peut être la chaleur, l'humidité, un courant électrique, etc. Donc, ces deux structures-là, comme vous le voyez, c'est une comparaison entre l'expérimental et le Finite Element Analysis. Donc, on voit ici quand la structure est exposée à la température, elle commence à bouger. Donc, cette structure-là, ou cette pièce-là, elle a une forte chance d'utilisation pour résoudre des problèmes en cardiologie, par exemple. Okay. Ça, c'est une structure qui provient de nos travaux que je vais montrer un peu plus tard.
c'est des structures oxydotiques. Pourquoi on veut travailler sur des structures oxydotiques? Parce que c'est des structures qui défient le comportement standard des structures mécaniques qu'on en connaît tous. Parce que ces structures-là, elles se dilatent dans une direction, mais au lieu de rétrécir dans la direction latérale, ils vont faire de l'expansion. Okay. Puis ça, c'est des structures qu'on cherche beaucoup dans le domaine de la robotique. Alors, j'ai parlé des polymères à mémoire de forme, mais de quoi il s'agit? Puis, est-ce qu'un polymère il peut avoir une seule mémoire de forme, deux mémoires de forme, comment ça fonctionne? Donc, pour avoir plus de possibilités de retenir ou de mémoriser des formes, il faut mettre plus de polymères. Donc, plus on combine de polymères ayant des températures de transition distinctes, plus on peut programmer des formes intermédiaires. On entend one-way shape memory, two-way shape memory, triple-way shape memory, mais c'est quoi ça? C'est relié à la composition du polymère blanc. Le mélange de polymères, il contient combien de polymères de base? Okay. Donc, comme vous le voyez ici, one-way shape memory. Donc, la structure, elle peut faire une transformation d'une forme transitoire à une forme permanente, puis revenir de la permanente à la transitoire. Donc, elle fait juste un seul trajet. Elle peut mémoriser une seule forme transitoire qu'elle peut effectuer. Two-way shape memory. Two-way shape memory, généralement, quand on utilise deux polymères ou plus. Okay. Je reviendrai sur le plus parce qu'il y a une notion très importante dans la mémoire de forme qui est la miscibilité. Okay. La miscibilité des polymères. Multi-way shape memory, c'est multimatériel blend. Mais encore une fois, il faut faire attention à la miscibilité parce qu'il faut que les matériaux soient non miscibles ou partiellement miscibles. Okay. Si on mélange deux polymères qui sont miscibles, on obtient une seule mémoire de forme. D'accord? Donc, la capacité d'un matériau à mémoriser plusieurs formes repose non seulement sur le nombre de polymères dans le blend, mais surtout sur la miscibilité. Cela n'est pas possible que si les polymères sont partiellement ou totalement immiscibles, c'est-à-dire qu'ils conservent leur phase séparée à l'échelle micro ou nanostructure. Puis ici, moi j'en profite de mon background relié à mon PhD parce que j'ai fait un PhD sur les matériaux composites. Fait que moi je traite les polymères non miscibles comme des matériaux composites avec une phase d'équilibre et une phase qui est un peu... Alors, comment on mesure la mémoire de forme? On mesure la mémoire de forme avec deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est la fixation de forme, ce qu'on appelle en anglais shape fixity. Okay. On déforme une structure, on lui donne la forme transitoire, puis on veut regarder est-ce qu'elle va retenir à 100% cette forme-là ou est-ce qu'elle va baisser. Okay. Elle retient 100% la forme ou on obtient peut-être un peu moins que ça. On a aussi le deuxième indicateur, c'est que c'est le shape recovery ou la récupération de la forme. Oui, elle fait un premier mouvement, mais quand elle va retourner à la station, à la position permanente, est-ce qu'elle va retourner à 100% ou on va perdre un peu de sa configuration initiale? Mais il y a un compromis qui doit être dans le fond pris en considération, c'est que contrairement au comportement mécanique, la mémoire de forme, elle dépend beaucoup de l'épaisseur de la structure qu'on va imprimer. C'est vrai que si on imprime une structure la plus épaisse possible, on a plus d'énergie qui est emmagasinée. Okay? Mais il faut faire très attention, pourquoi? Parce qu'il y a une balance entre le comportement mécanique, le module de Young et la contrainte, et la mémoire de forme qu'il faut en tenir compte. Donc c'est cette balance-là dans la conception de la structure qu'il faut considérer dans le départ. Est-ce qu'on veut une structure plus rigide ou une structure plus performante avec une mémoire de forme plus intéressante? Un des tests les plus utilisés quand on fait l'analyse de la mémoire de forme, c'est ce test-là que vous voyez ici. Donc on a initialement une structure plane, qui est un morceau de plastique imprimé. On fait un test, un bending test, on fait une déformation, comme vous le voyez là. Après ça, on refroidit, on regarde est-ce que la pièce elle maintient la forme initiale ou non. Donc on calcule le recours élastique après refroidissement. Après ça,
change encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on veut exécuter le cycle inverse. Okay, on a fait la programmation, puis on veut regarder maintenant, une fois elle est exposée à un stimulus comme la température, est-ce qu'elle va retourner à sa position initiale ou non? Donc on calcule l'angle de retour élastique. Et on essaye d'évaluer le shape memory ratio en fonction de l'air thickness et du specific strength. Okay, donc, un point de départ dans la conception mécanique quand on veut utiliser la pression 4D, c'est cette combinaison de points-là que vous voyez à droite. Donc il faut vraiment avoir une idée sur l'évolution de la mémoire de forme, l'épaisseur et les contraintes spécifiques. Travailler sur l'impression 4D, c'est pas très différent de l'impression 3D, c'est le même procédé. On fait de l'extrusion pour fabriquer des filaments, on utilise des procédés d'impression standard, des FDM standards, sauf qu'on fait une étape supplémentaire. On fait de la mécanique, on fait des tests mécaniques, mais on fait aussi des tests de mémoire de forme. Donc, le travail commence par une formulation des mélanges de polymères thermodocisables qui sont capables d'offrir à la fois une bonne propriété mécanique et une réponse mémoire stable et répétable. Notre objectif n'est pas seulement d'obtenir un effet de mémoire de forme, mais maîtriser sa précision, sa répétabilité et sa compatibilité avec l'impression. Et là-dessus, j'ouvre une petite parenthèse sur la compatibilité parce que pas mal de monde pense qu'une imprimante qui était conçue pour faire l'impression 3D, elle peut imprimer toutes les matériaux. Faites très attention à l'imprimante que vous achetez. Elle était conçue pour une gamme bien particulière de matériaux, puis les paramètres sont optimisés pour ce matériau qui est fabriqué par votre fabricant. Généralement, quand on fait de l'impression 3D, ça marche, mais quand on a besoin de plus de précision, il faut intégrer des travaux d'optimisation. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Alors, petit récap. Donc, nous, ce qu'on fait principalement dans l'équipe de recherche, c'est qu'on développe des matériaux. Développer des matériaux, c'est mélanger plusieurs polymères ensemble. Dans la première étape qu'on réalise dans chaque projet, c'est de choisir des polymères. C'est les polymères commerciaux qui existent. Nous, on l'étudie très bien pour comprendre leur comportement. Parce qu'on ne peut pas étudier un polymère blanc, on ne peut pas étudier un mélange si on ne connaît pas les composants de base. Généralement, on fait des analyses chimiques, on fait des analyses mécaniques pour bien connaître les matériaux afin d'arriver à analyser leur comportement quand ils sont mélangés ensemble. Quand on parle des polymères blancs, généralement, on parle de quelque chose de très important en fabrication additive for the product. C'est la compatibilité MAP. Okay. On pense toujours qu'on peut mélanger toutes les polymères sans difficulté. On obtient des filaments, on lance l'impression, mais non, attention, ça fonctionne pas comme ça. D'accord. Donc, le premier test à faire généralement, c'est de faire des DSC, des FTA. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une idée, c'est ce que vous voyez ici dans le tableau, le TG1 ou le TG2. Donc, un polymère qui a 2 TG, c'est un polymère OPP modèle. Donc, on a un two-way shape memory dans ce cas-là. Si les polymères, comme dans le cas de PLA-PETG que vous voyez ici, sont partiellement miscibles à différents ratios, on va obtenir un single cube, juste une seule température de transition. Donc, en réalité, on a 2 polymères, on s'attend à avoir une mémoire de forme double, mais finalement, on a obtenu une à cause de la miscibilité partielle. Chose très importante quand on fabrique avec impression 3D ou 4D, il faut étudier la microstructure. Non seulement pour voir s'il y a des défauts ou non, mais pour comprendre le comportement de phase. Ce n'est pas trop clair sur ces images-là, mais si vous comparez par exemple entre cette image-là et cette image-là et celle-là, vous voyez une grande différence. Pourquoi? Parce que l'interaction entre les 2 polymères qui sont mélangés ensemble ne donne pas le même résultat. Si vous prenez celle-là, par exemple, la figure B qui est PLA 50%, PMMA 50%, et vous prenez le PETG qui est mélangé avec le PMMA, on voit qu'ici on obtient une structure qui est plus ou moins homogène. Donc on ne fait pas de différence entre les 2 matériaux. Okay? Entre le PLA et le PMMA, on ne fait pas beaucoup de différence, mais ici,
on voit qu'il y a une phase qui se comporte comme une matrice, puis l'autre phase qui se comporte comme une fibre de l'enfant à l'intérieur de la matrice. Donc c'est très important d'aller explorer ces aspects-là parce que ça vous donne une idée à quel niveau votre mémoire de forme elle sera précise. Okay? Deuxième chose qui est très honoreuse parce que ça coûte trop cher, mais que nous, c'est un outil indispensable pour nous, c'est Micro-CT Scan. Dans le fond, c'est la reconstruction des structures imprimées en 3D en utilisant la tomographie au rayon X. Pourquoi? Parce qu'on imprime, on pense que la pièce elle est pleine, okay? Visuellement on n'en voit pas assez de défauts ou généralement pas de défauts si on optimise les paramètres. On pense que tous les filaments qui sont côte à côte sont connectés, sont fusionnés, et en réalité, quand on regarde à l'échelle microscopique, ce n'est pas le cas. Okay? Vous pouvez voir sur les figures qui se défilent ici, et si c'est des scales en rayon X à different depth, dans le fond, on avance avec une résolution de 15 microns, on fait un slicing, on regarde qu'est-ce qui se passe, mais nous, on utilise cette technologie-là pour faire de la reconstruction 3D. On reconstruit l'objet imprimé en 3D. Pas seulement pour la reconstruction, juste pour s'amuser, mais notre objectif c'est de faire des simulations éléments finis sur des structures qui représentent la réalité de la pièce. Okay? Généralement, on fait de la comparaison avec des modèles d'éléments finis qui sont faits sur des pièces idéales. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de défaut. On les conçoit avec SolidWorks ou peu importe, puis on lance la simulation là-dessus. Mais en réalité, on trouve un écart entre le modèle, entre les résultats de prédiction et les résultats expérimentaux. Et quand on essaie d'explorer cette différence-là, on n'arrive pas à identifier c'est quoi l'origine, on n'arrive pas à expliquer à 100% qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est une des techniques qu'on peut utiliser pour, dans le fond, expliquer cette différence. Alors, je commence avec quelques petites vidéos pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Je vous présente quelques résultats sur un polymère binaire composé de PLA et de PETG. Pourquoi le PLA et le PETG? Parce que c'est un des polymères binaires les plus performants en fabrication 4D. Okay? C'est un des polymères qu'on a plus de précision sur la mémoire de forme, sur la stabilité géométrique aussi. Ce que vous voyez ici, c'est cette fleur-là. Okay? Dans le fond, qui va fonctionner comme une fleur, mais qui va aussi fonctionner comme une pince. Elle doit retenir un boule, après ça la lâcher quand on lui demande de lâcher, puis retourner à sa position initiale. Donc, le PLA-PETG, c'est un polymère à mémoire de forme double. Donc, on peut le programmer pour faire une action dans ce sens, puis on l'expose à notre stimulus, qui est la température, bien évidemment, à sa deuxième TG pour retourner à la position initiale. Puis on peut s'inspirer dans le fond de ce comportement-là pour avoir des pinces robotiques, par exemple, en soft robotique. Okay. Donc l'objectif, c'est de remplacer les composantes mécaniques, les composantes électriques, tous les actionneurs, les moteurs, avec l'animal de forme. Ça donne une complexité réduite au niveau de la conception, une flexibilité aussi très importante. On veut intégrer des matériaux durables, mais en réalité, c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce que les polymères, c'est facile à mélanger. Généralement, on maîtrise le processus de blindage, de mixing. Mais quand on veut introduire des fibres, puis en particulier des fibres naturelles, ça devient hyper compliqué. Puis j'explique pourquoi. Parce que mélanger, ça nécessite l'utilisation des extrudeuses. Donc on utilise des extrudeuses monovis ou bivis. Ce qui arrive, c'est que quand on met les granules, les granules sont plus pesantes que la fibre elle va flotter en haut, les granules vont tomber en bas, puis on n'a jamais réussi à obtenir un mélange homogène. Et si on n'a pas un mélange homogène, bien évidemment, on ne peut pas imprimer des pièces de qualité. Okay? On va se ramasser avec des particules de plastique qui ont chargé d'une façon n'importe comment. Et on va avoir des problèmes au niveau de la qualité d'impression. Puis je dirais, avec des filaments fabriqués par extrusion, on n'a jamais réussi à compléter une impression parce que la buse, elle bloque à tout le temps. D'accord? Alors, comment faire? Puis nous, on cherche la précision pour les structures 4D. L'idée, c'est de développer
une nouvelle façon pour fabriquer des granules, pour extruder des filaments de qualité. Ce que nous, on a développé une procédure qui utilise ce qu'on appelle un mélangeur thermosynthétique. Okay. Puis ceux qui sont en chimie, ils doivent reconnaître un peu le procédé. C'est pas comme en extrusion. En extrusion, on chauffe, on introduit la matière, on pousse la matière pour sortir en forme fondue de l'autre extrémité. Ici, c'est complètement différent. C'est qu'on a un tambour ici, avec des pales rotatives qui tournent à 5000 tours à la minute. On met les granules, on met le plastique, on met le renfort. Nous, ici, on utilise la fibre de lame. Les particules des granules, ils vont commencer à tourner à très grande vitesse. Puis cette rotation-là, elle va les projeter sur le paroi du tambour. Okay. Donc, les particules vont libérer de l'énergie cinétique. L'accumulation d'énergie cinétique va ramollir le plastique parce que ça va dégager une certaine température, une certaine chaleur. Donc, à ce moment-là, quand les particules commencent à ramollir, ils vont aller chercher, ils vont aller s'accrocher sur la fibre, puis l'amener au centre de mélangeur. Ça va donner un mélange homogène. Après ça, il y a une étape très cruciale, c'est la fabrication des filaments. Si vous achetez des filaments en fibre de bois, les filaments commerciaux, ils sont disponibles sur Amazon. Première chose que vous allez constater, le diamètre des filaments n'est jamais constant. Et ils disent que c'est des filaments de 2,75 mm, mais moi j'en ai vu de 3,05. Et 3,05, ça bloque la buse, ça bloque le feeder system dans l'imprimante, puis on arrête l'impression, on perd tout le travail qu'on a fait durant la journée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une extrudeuse. C'est la vieille version que vous voyez là, c'est la version V0. Là, on est rendu avec une version V4 qui intègre de l'intelligence artificielle pour l'optimisation en temps réel. La différence entre les extrudeuses qui sont vendues, qui sont commercialisées, c'est que les extrudeuses commercialisées, généralement, ils ont une seule zone de température. Okay? Donc, il y a un seul heating pad qui est utilisé pour chauffer le barillet. Mais en faisant des essais, on a découvert qu'il faut chauffer avec des niveaux différents. Okay? On ne doit pas avoir une température constante sur la longueur du barillet. Fait qu'on a introduit 4 zones de chauffage. On chauffe beaucoup à l'entrée, on refroidit au milieu pour augmenter la viscosité, pour mélanger encore le polymère avec la fibre. Après ça, on refroidit à l'extérieur pour pouvoir contrôler le diamètre des filaments. Parce que si on regarde la température constante, on perd le contrôle à l'extrémité parce que le matériau il sort trop mou, il va fléchir, il va aller chercher à gonfler aussi. Donc, cette chaîne-là que vous voyez, chacune des étapes soulève ses propres défis. Okay? Donc, on a des défis d'optimisation au niveau de mélangeur cinétique pour l'homogénéité de mélange, on a des défis ici, on a des défis dans l'impression. Mais en 2 ans, on est arrivé à optimiser le procédé, à avoir des résultats qui sont publiés maintenant, qui nous permettent de poursuivre les travaux. Alors, les applications, nous on cible plus les applications dans le domaine des oxide extraction. Ce que vous voyez ici, c'est une comparaison entre un polymère qui est non chargé et un polymère qui est chargé de fibres de lin. Première impression que ça vous donne, on arrive à imprimer avec la fibre de lin facilement. Non, parce que les structures oxydotiques, c'est parmi les structures les plus difficiles à imprimer. Pourquoi? Parce qu'on a des parois qui sont très minces. Puis la particularité aussi, c'est qu'au niveau de la cellule, on a beaucoup de jonctions. Okay? On a des connexions autour d'un cercle avec des petites branches. Puis ces connexions-là, l'imprimante 3D, elle a de la misère à gérer. Okay? Parce qu'il y a un toolpath qu'il faut optimiser. Donc on a utilisé aussi des algorithmes de slicing qui sont différents par rapport aux slicers standards qu'on trouve. Au niveau de la mémoire de forme, donc on voit ici la structure anti-chirale que vous voyez à gauche, comment on fait la programmation. Bien, dans le fond, il faut le mettre dans un bain d'eau. On travaille avec un stimulus qui est l'eau à température élevée. Pourquoi? Parce qu'on veut en profiter de la conductivité de l'eau pour avoir une homogénéité au niveau de la température autour de la structure. Parce que si on utilise par exemple l'air pour chauffer la structure, on a un flux de chauffage qui n'est pas homogène, ça va donner des points qui sont plus chauds que d'autres,
puis la structure risque d'enfondrer, de se déformer localement. Donc on utilise l'eau pour homogénéiser un peu le chauffage. Donc on programme la structure, on l'expose au stimulus et on regarde le shape recovery à la même température. Mais l'expérimental doit être validé par le numérique aussi. Modéliser les structures en 4D, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste en éléments finis, c'est mes étudiants qui le sont, moi non. Je l'encadre, mais je n'ai pas des connaissances assez développées dans ce domaine-là. Donc, on a réussi à utiliser les thermo viscoélastiques multibranche modèles dans le fond composé des ressorts qui modélisent le comportement élastique, des dashboards ou des amortisseurs pour modéliser la viscosité, la relaxation sous l'effet de la mémoire de forme, entre autres. On utilise cette équation-là pour la contrainte, qui est la somme des contraintes dans chaque branche de la structure oxyotique. Et bien évidemment, vu que c'est de la mémoire de forme qui est stimulée par la température, il faut en prendre compte ou il faut intégrer les effets thermiques, donc on les intègre avec les modules que vous voyez ici. Vous avez ici la liste des paramètres. Donc ici, vous avez à gauche la structure expérimentale, stimulée avec l'eau chaude, et vous avez les deux résultats de simulation par élément fini lors de la phase de programmation ici. Donc temporary shape, c'est la phase de programmation, et recovered shape, c'est quand on active la mémoire de forme puis on regarde le retour élastique de la structure. Ce que vous voyez ici, c'est la comparaison entre les deux dans les quatre régimes, régime de formation, régime de refroidissement, régime de chargement et le régime de recouvrement, qui est la comparaison entre deux formulations à la base du même polymère blanc, mais un qui est le polymère blanc tout court, puis l'autre est chargé avec la fibre de lin. Deuxième développement, deuxième projet qu'on a au sein de l'équipe, c'est l'électro-responsive material. C'est des matériaux qui vont réagir à l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de projets dans le domaine des MEMS, puis on veut introduire un concept de fault hydraulique MEMS. Donc on a une étudiante qui finit très bientôt son doctorat, elle travaille sur l'impression des MEMS. On travaille sur la macrofabrication, mais les validations se passent à l'échelle macro, parce qu'il faut connaître les matériaux, il faut bien caractériser son comportement et le modéliser correctement. Donc ici, ce qu'on a, on a du PVDF avec du PLA, qui est un mélange de bipolymère pour la mémoire de forme. La mémoire de forme, elle ne provient pas du PVDF, parce que le PVDF, sa température de transition vitreuse, elle est négative. Donc on utilise le PLA comme actionneur mécanique, c'est lui qui va introduire la mémoire de forme. Le PVDF, c'est pour la piezoélectricité. Puis on mélange le multi-watt carbone nanotube pour la conductivité. Ce que vous voyez sur l'image à gauche ici, on a trois concentrations différentes. On a 5% de carbone nanotube, 7,5% et 10%. Ce que vous voyez en bas, c'est l'intensité électrique. Donc on a 0,14 ampères, 0,06 en bas avec la courbe noire. Puis on regarde l'excitation avec l'électricité, comment elle va produire de température. Donc on est capable d'atteindre la température de transition vitreuse de 76 degrés ici, qui correspond à la température de transition vitreuse de PLA, avec des faibles intensités de courant dans un temps de 10 secondes. Donc en 10 secondes, on est capable d'activer la mémoire de forme du polymère pour faire la transformation dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour valider? Ben, on s'inspire de la nature. Okay. Première inspiration, c'est le petit papillon. Okay. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des structures, des modèles qu'on a imprimés en FDM avec la validation par simulation élément fini. Deuxième inspiration, c'est les fleurs. Vous savez, les fleurs, on a les pellets, puis on a les petits cordons circulaires qui retiennent les pellets ensemble.
Donc nous, ce qu'on a fait, on a utilisé le PVDF pour imprimer le contour, puis on a utilisé le PVDF PLA Carbon Nanotubes pour l'activation de la mémoire de forme, puis on voit comment elle se déforme la feuille. Là, c'est la feuille, donc c'est pas tout à fait une feuille qu'on a imprimée, mais on veut simuler le mouvement de la feuille pendant l'interaction avec la nature. Un projet très important qu'on réalise, ça nous intéresse particulièrement parce que ça ouvre la voie dans le domaine des soft robotics, c'est le développement des joints électroactifs, toujours basé sur la même technologie. On a des jonctions qui sont faites avec le PLA Carbon Nanotubes, des jonctions qui sont fabriquées jusqu'à maintenant avec le FDM pour la facilité, mais on en travaille pour le moment avec le SLA. Pourquoi? Parce qu'avec le FDM, on n'est pas capable d'aller chercher la précision pour percer le domaine de robotique. Okay. On a beaucoup de variabilité, spécialement avec ces matériaux-là. Fait qu'on veut développer des matériaux qu'on peut utiliser dans le SLA pour aller chercher sa précision. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un joint électroactif qui fonctionne avec le même principe. Excitation avec une électricité, on monte la température à TG polymère et on voit ici que l'activation elle se fait à peu près à 22 secondes. Donc à 22 secondes, on a l'activation de la mémoire de forme et on peut concevoir quelque chose pour l'intégrer sur un bras robotique. Toujours, on fait l'expérimental, on fait la validation avec les éléments finis pour comparer et pour pouvoir optimiser un peu plus tard. C'est l'application, dans le fond, les joints électroactifs. Ce que vous voyez ici, c'est une main, c'est un main humain, ok? Puis on a remplacé les tendons avec les joints électroactifs. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est que nous, on essaie de regarder si on lui donne une inclinaison, elle doit tenir cette inclinaison-là ou non. Donc le shape fixity, elle va réussir à maintenir la position là. Mais ce que vous voyez à droite ici, c'est la relaxation. Quand on demande au tendon, quand on demande à la jonction de libérer l'énergie, ben, se déformer, retourner à l'état initial, puis on voit que ça fonctionne super bien. Okay? Donc les tendons sont activés avec l'électricité. Ce que vous voyez ici, c'est le numéro de la jonction, c'est la position d'excitation. À chaque fois, on désactive le corps, puis on active la mémoire de forme locale. J'ai parlé des piezoélectriques. Vous savez, les piezoélectriques pour nous, c'est très important parce qu'elles sont disponibles dans quasiment toutes les composantes maintenant dans le domaine de la mécatronique. On parle des accélérateurs, on parle des cellules de charge, on parle de capteurs. Mais nous, c'est quoi notre contribution? On ne fabrique pas des cellules de charge, on ne fabrique pas des capteurs de force ou des capteurs de pression. Mais nous, on utilise le concept pour faire d'autres choses. Je vais vous montrer quelques applications. Mais ce que je veux souligner, c'est que utiliser des matériaux piezoélectriques, c'est hyper complexe parce que c'est toutes ces interactions-là que vous voyez dans les différentes bulles. Donc, ça demande une expertise dans le domaine des matériaux, une expertise dans le domaine des conceptions, une expertise dans le domaine de mécatronique. Trouver un étudiant qui peut couvrir ces domaines-là, bonne chance. Alors, le processus commence comme dans les composites, on fabrique le matériau, mais il y a une certaine particularité pour les matériaux piezoélectriques, c'est qu'on a une phase qu'on appelle le pooling state. Okay? C'est convertir les chaînes alpha en chaînes bêta pour avoir un D33 qui est élevé. Puis ça se fait avec cette machine-là, okay, que vous voyez. Puis ça se mesure avec des piézomètres que vous voyez certainement ici. Donc, on mesure la transformation de la phase alpha en phase bêta, qui, elle est responsable de la piézoélectricité. Ce qu'on ajoute pour augmenter cette piézoélectricité-là, c'est qu'on ajoute des nanocéramiques. Donc, on mélange le PVDF avec des nanocéramiques pour augmenter l'intensité utilisée. Mais quand c'est complexe, généralement, on fait des design of experiment, on modélise le comportement avec les modèles standards, mais on utilise aussi l'intelligence artificielle pour faire l'optimisation des formulations, comme vous le voyez ici. Nos travaux sont indiqués en rouge. On voit que jusqu'à 2024, pour un article qu'on a publié dans Polymer Bulletin,
on a obtenu des propriétés qui sont supérieures par rapport aux résultats qui sont disponibles en littérature. On s'inspire encore une fois de la nature quand on regarde une structure de cellulose, la fibre de cellulose. Vous avez toujours des microfibrilles, okay? Puis ces microfibrilles sont interconnectées avec une matrice. Nous, on s'est inspiré de ça pour réaliser des microgénérateurs piezoélectriques. Okay? Donc, ce que vous voyez ici, c'est la simulation numérique. On est parti d'une plaque pleine à 100% flat plate. Après ça, on a fait l'optimisation en s'inspirant des microfibrilles. On a inséré un nombre variable des, si je peux appeler, jetons. Okay? Donc, ce que vous voyez en bleu, ça c'est des PVDF. Mais ce que vous voyez un peu coloré, c'est la partie la plus active dans la structure. Elle est faite avec du PVDF mélangé avec des nanocéramiques. Donc, ça augmente la piezoélectricité qui augmente l'intensité qui est générée. Alors, première application. Donc, on a un matériau qui est très soft, un matériau qui est flexible. On fait le pooling. Donc, on voit sur l'oscilloscope l'intensité électrique, la tension qui sont générées. À quoi ça sert? On a alimenté une souris avec ça. Toutes les clics sur le souris vont générer de l'électricité qui est emmagasinée dans un capaciteur. Ça va permettre en fait d'utiliser cette énergie-là quand votre batterie elle est vide. Okay, ça devient comme une deuxième source pour alimenter les batteries. On peut les utiliser pour récupérer les footstep force. Dans le fond, donc, quand on marche, on génère de l'électricité. On voit ça à Tokyo maintenant. Il y a tout un pavé qui est fait avec des matériaux piezoélectriques. Deuxième application, non, ici. Alors. Deuxième application, c'est les capteurs piezoélectriques anatomiques. Okay. Puis, qui est un peu particulier dans cette vidéo-là, c'est moi-même qui va faire l'essai. Vous allez me voir courir sur un tapis roulant. Donc, ceci est intéressant pour les personnes qui souffrent des fatigues musculaires. Puis, ils font des activités au sein de l'industrie manutentionnaire, par exemple, ils souffrent beaucoup de fatigue musculaire. Quand on essaie d'analyser, quand le médecin essaie d'analyser la situation, généralement, il manque de données. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de mesures qui vont lui permettre de voir l'historique de ce patient-là et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, ce que vous voyez, c'est moi qui cours sur le tapis roulant. Mais ce qu'on essaie de récupérer, c'est le footstep force et la synchronisation dans les pas qu'on fait sur un tapis roulant. Pourquoi? Parce que ça nous donne une idée sur le mouvement de bassin, sur le mouvement de la squelette humaine, puis ça nous donne une idée de la force à chaque frappe sur le tapis, puis ça nous donne une idée de la synchronisation, parce que les patients qui souffrent des problèmes musculo-squelettiques, on a toujours un retard entre les pas, qu'on ne peut pas nécessairement détecter visuellement. Le médecin va faire le test de 5 pas en avant, 5 pas en arrière pour voir si vous perdez l'équilibre, mais il n'a aucune mesure qui lui donne des chiffres, qui quantifie en fait cette action-là. Fait que nous, en utilisant cette technologie-là, on est capable de quantifier ces données-là. L'autre application, c'est les doigts robotiques. Okay. Pourquoi c'est important? Parce que oui, on imprime, on installe des doigts robotiques, mais si on veut manipuler des tomates et des patates, ce n'est pas la même force qu'on doit appliquer. Okay. Donc, on a besoin d'avoir une certaine flexibilité, une certaine mesure de la force qui est appliquée. Notre deuxième axe, c'est l'axe de géonumérique. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, on a développé des algorithmes d'optimisation en temps réel. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez le code, vous voyez l'image qui provient des caméras infrarouges. Donc, on utilise toutes les données en temps réel pour optimiser les paramètres d'impression. Mais le plus particulier dans notre roue, c'est que nous, on utilise un locator 3210 que vous voyez ici, qui est un profilomètre laser 3D. Mais à quoi ça sert? Ben, ça nous permet, dans le fond, de faire de la reconstruction en temps réel, chose qui n'a jamais existé auparavant. Donc, on a accompli cette étape-là, on est dans l'amélioration. Donc, nous, on a développé notre propre software qui est CFX 3D,
qui fait de l'optimisation des paramètres, qui fait de la reconstruction, mais chose très importante, il fait le contrôle qualité aussi. Parce que ce que vous voyez à gauche ici, c'est la pièce reconstruite pendant l'impression. Ce qu'on a à droite, c'est le post-processing, c'est qu'on est capable d'aller mesurer les porosités qui sont générées pendant l'impression. C'est un paramètre, c'est une information très importante en ingénierie de garder une image physique de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. L'autre affaire, c'est qu'on fait de la validation aussi. On mesure, mais on est sûr à 100% que notre technologie, elle va reproduire avec fidélité l'état réel de la pièce, et on s'assure, comme je l'ai montré au départ, en comparant avec les micro-CT scans. Donc on compare par soustraction booléenne les deux structures en même temps. Et on utilise ces informations-là pour faire ce qu'on appelle des AI génératifs, mais on se base sur les micro-CT pour apprendre des modèles qui seront capables par après de faire de la prédiction des paramètres d'impression et de faire de la reconstruction 3D avant même de passer sur la machine pour s'assurer qu'on a les bons paramètres d'impression et qu'on va réaliser la pièce correctement comme il faut, sans défaut, sans porosité à l'intérieur. On utilise des GANT, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont la capacité à apprendre des structures complexes. On peut faire l'apprentissage avec des données incluant des fibres, des pores, des interfaces. On a des distributions réalistes de la texture, de la porosité. Généralement, les gens qui font de l'élément fini, on a beaucoup de problèmes avec les fichiers STL parce qu'on a des triangles. Cet algorithme-là est fait à faire, il est performant avec la triangulation. Donc, il est très performant, il peut même traiter la triangulation. Donc, il existe plusieurs types d'architecture. Nous, on utilise le premier, puis on réussit à avoir, ça c'est le modèle mathématique, qui est un générateur avec des images réelles, mais lui, à partir des images réelles, il va essayer de générer ce qu'on appelle des fake images, mais qui va s'assurer que ça correspond à la réalité en minimisant la fonction objective que vous voyez ici. 2 minutes, ok. Je vais répondre pour finir. Alors, ce que vous voyez ici, en haut, ça c'est des Real CT Scan Image, donc c'est une image qui est prise d'une reconstruction d'une pièce réelle. Et ce que vous voyez à droite ici, ça c'est l'image générée par notre algorithme. Okay? Donc on voit quand même, on est capable de reproduire presque le même profil avec une légère différence, et la différence, elle vient d'une difficulté au niveau de scan, au niveau de contour de la pièce. Donc, ça c'est des projections sur l'axe Z, l'axe Y et sur l'axe X. Donc on voit que l'algorithme est performant. Il peut reconstruire une pièce en 3D, mais on a encore de l'amélioration parce qu'on a fait notre apprentissage avec 9 échantillons. Pourquoi 9 échantillons? Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec un CT scan, un échantillon coûte plus que $500. On doit optimiser, et là on s'en va avec un plus grand projet pour caractériser 60, pour faire l'apprentissage, mais avec différents matériaux, parce que quand on change de matériaux, on change complètement la structure, puis on change le comportement pendant l'impression. Alors, ce qu'on prépare aussi, on commence à imprimer avec la fibre contenue. Ce que vous pouvez voir ici, on a des problèmes au niveau des tourpares. Pourquoi? Parce que la machine, quand elle tourne, elle tire avec le filament. Tout ça, c'est dû aux paramètres d'impression, mais c'est dû aussi à l'imprégnation du filament. Donc, on a un matériau naturel qui n'absorbe pas suffisamment le polymère à 100%. Donc, il faut optimiser l'imprégnation du filament qui est fait en fibre de lin. Alors, on a développé notre CFX 3D. Pourquoi? Parce qu'en fibre contenue, on ne peut pas utiliser malheureusement les slicers standards. Sont faits pour les plastiques, à la limite des plastiques chargés avec des fibres courtes mais des fibres longues. Il faut concevoir, il faut slicer autrement, il faut trouver d'autres façons pour slicer. Puis une des théories, c'est la théorie de graphes. C'est peut-être bizarre d'entendre ça. On s'inspire de l'électricité pour faire des graphes qui représentent les mouvements, les trajectoires de débit. Ce que vous voyez là, c'est notre dernière réalisation. C'est un système d'extrusion avec son unité de contrôle qui permet d'imprimer avec beaucoup plus de précision. On voit qu'on ne fait même pas différence
ici au niveau de l'interface, au niveau de la trajectoire des fils. Donc on dépose avec une grande précision, mais il nous reste encore des défis au niveau des bords. Mais ça, on a découvert récemment, c'est un problème relié au refroidissement. Ça veut dire qu'on doit aller avec n'importe quelle vitesse, mais quand on arrive au bord, on doit augmenter le refroidissement, la vitesse de ventilation. Pourquoi? Parce que le plastique, il va refroidir, il va figer, il va rester collé. La buse, elle ne va pas tirer quand elle va retourner dans l'autre sens. Alors, si vous êtes intéressé par nos publications et vous voulez regarder plus en détail, vous avez le QR code, ça va vous amener sur ma page personnelle à l'université avec la liste de publications. Et je ne peux pas finir sans remercier une équipe formidable qui travaille avec moi, composée de 8 doctorants maintenant et de étudiants de maîtrise. Très actifs, très disponibles aussi, parce que quand on fait la recherche, on ne compte pas nos heures. On dit qu'un prof travaille 35 heures, mais c'est pas vrai, on travaille 70 heures toujours. Je remercie les National Science Engineering Research Council of Canada, le CSNG, pour pouvoir financer tout ce que vous avez vu les 3 dernières années. Bien évidemment, lancer des partenaires de notre équipe, British Columbia University, qu'on a une collaboration assez étroite, Université Paris-Nanterre, IMP Toulouse et INIT Toulouse. Merci pour votre écoute. Au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Habibi, pour vraiment cette superbe présentation. Hier, professeur Boudel nous a parlé d'environnement, de réchauffement climatique, comment lutter contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, professeur Habibi nous a parlé de fabrication additive 4.0, il nous a parlé de manufacture 5.0, qui rentre aussi dans le cadre de la transition industrielle. Et il y a un fil conducteur entre hier et aujourd'hui, et permettez-moi enfin c'est comme ça que je l'ai vu, de le partager avec vous. Le génie mécanique est encore vivant. Il réussit, le génie mécanique, grâce aux intelligences et à la collaboration et au réseautage, à relever les grands défis de l'humanité, les défis environnementaux et les défis industriels. Hier, on était dans l'environnemental et aujourd'hui, on est dans l'industriel. Il ne faut pas oublier que la fabrication additive, l'idée de base, c'était pourquoi fabriquer en perdant de la matière, conservant la matière. D'accord? Donc, c'est très intéressant et moi, personnellement, avec l'inquiétude, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, bien sûr, je me disais, et on lit souvent, nous lisons tous, et nous lisons des inquiétudes, donc les inquiétudes se reflètent sur nous, et nous intégrons ces inquiétudes sur l'avenir de plusieurs disciplines scientifiques avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et je me rappelle d'avoir lu un article d'un spécialiste de la chose qui disait essentiellement les sciences qui vont réussir à intégrer les inquiétudes environnementales de l'humanité, les inquiétudes de la transition industrielle de l'humanité et les inquiétudes sur la santé de l'être humain seront les disciplines qui vont survivre. Et avec votre présentation, professeur Habibi, beaucoup des inquiétudes que j'ai lues aujourd'hui sont soulagées et je regarde avec beaucoup maintenant d'enthousiasme l'avenir du génie mécanique puisque vous avez réussi dans une boucle avec les 5 morceaux, je me rappelle très bien, Manufacture 5.0, là, les 5 morceaux, là, vous avez réussi à intégrer non seulement les grandes inquiétudes, les défis de l'humanité, mais aussi cette intelligence artificielle. Et vous êtes en train de nous dire, faisons un outil de cette intelligence artificielle et non pas une inquiétude. Merci beaucoup. Alors, nous avons le temps pour quelques questions ou quelques réactions. Qui va ouvrir le bal? Professeur, voilà. Bonjour, je souhaite féliciter pour cette excellente présentation. J'ai beaucoup apprécié le contenu et les perspectives de vos travaux de recherche, sont excellents. Juste un mot concernant l'introduction en ce qui concerne la terminologie de matériaux intelligents.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je peux me permettre de tutoyer. Donc, les matériaux n'ont pas de propriété anthropomorphique. C'est l'être humain qui est intelligent. Mais je pense que ça vient de la traduction de l'angloïsme arabe. Donc, on va plutôt utiliser les matériaux adaptatifs, fonctionnels, adaptatifs, réactifs. Voilà. Encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est une excellente présentation. Professeur Taouzi. Merci. D'abord, félicitations pour cette présentation très claire qui montre la richesse des résultats et des études réalisées. Ouais, je dirais. Voilà. Moi, j'aurais effectivement, j'avais une remarque mineure et une question. La remarque elle était du coup abordée par mon ami Tal, donc voilà. Mais j'avance dans le même sens en disant que pratiquement tous les matériaux sont réactifs et réagissent par la variation de la distance interatomique pour l'élasticité, par les glissements plastiques, par la diffusion, par la cristallisation, etc. Après, il y a des matériaux qui sont plus réactifs que d'autres. Je suis d'accord avec vous que le terme intelligent, il n'est pas très adapté. Alors, dans notre communauté, on utilise plus le terme fonctionnel ou adaptatif. Ces deux termes-là qui sont voilà. Je dirais, alors il y a un débat aussi là-dessus, mais c'est le terme plus adapté que les autres termes en fait. Alors maintenant pour ma question, c'est quand on fait de la fabrication additive, bien évidemment, il y a des défis sociétaux derrière, il y a également des défis au niveau complexité de la pièce, mais surtout des défis au niveau maintien des performances. Alors donc ma question c'est là-dessus. Est-ce que vous avez pu qualifier ou caractériser les performances de ce que vous obtenez par la fabrication additive par rapport à un procédé conventionnel et surtout au niveau fatigue fonctionnelle, au niveau quand on va répéter le chargement ou l'impulsion plusieurs fois, est-ce qu'on a toujours la même réponse ou on a une perte de performance par rapport à ça? Merci. Merci beaucoup pour la question. Dans le fond, cette question-là, on l'a étudiée, je dirais, les 2 premières années, puis c'est à l'origine de la création des jumeaux numériques. Pourquoi? Parce que on caractérise, on fait la comparaison avec l'injection plastique, on se retrouve très loin. On revient au microscope, on regarde la microstructure, on fait des CT scans, on essaie d'expliquer ce qui s'est passé. On a compris qu'il y a de l'optimisation dans le procédé de fabrication. Okay. Puis avec le temps, on a compris que ce n'est pas juste la vitesse et la température. Il y a d'autres paramètres dans le sizing software qu'il faut ajuster. Il y a le refroidissement, il y a le flow rate dans la buse, la quantité de matière qui traverse la buse. Donc c'est ça l'origine, c'est ça l'inspiration qu'on a eue pour développer les jumeaux numériques, parce qu'on ne peut pas s'amuser à tout le temps à faire des fabrications, aller dans le lab, caractériser ça, puis retourner, faire la microscopie, faire la microscopie, ça coûte cher, ça consomme du temps. Donc on s'est dit, bon, on le fait une fois, pour s'assurer on va dans la bonne direction, mais maintenant il faut développer une version virtuelle, une version analogique ou numérique. Donc, à partir de ça, on a commencé à faire de l'apprentissage machine pour faire la reconstruction 3D. Fait qu'on voit avec la reconstruction, au moins, on est capable de détecter les porosités qui sont à l'origine de la défaillance mécanique. Bon, il reste en fait l'interface entre les filaments adjacents, qui est quand même une zone critique, mais ça reprend des expériences mécaniques de fluide principalement pour modéliser le dépôt, le refroidissement, les transferts de chaleur entre le plateau qui est chaud, puis puisqu'on s'éloigne, on refroidit. Donc il y a ces phénomènes de transfert-là qu'il faut modéliser. Je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais il faut l'intégrer dans une version virtuelle aussi. On ne peut pas faire l'expérimentation là-dessus. Merci. D'accord. Sourire, ensuite notre invité.
Merci beaucoup, Monsieur Habib, pour cet exposé concernant la fabrication additive qui est très intéressant. Juste, j'avais une question technique. Vous avez mentionné lorsque vous avez, par exemple, le problème de porosité dans les polymères ou n'importe quel matériau, et lorsque vous faites vos simulations numériques, vous avez dit qu'il y a de l'écart entre les simulations et l'expérimental. Pour les simulations, vous utilisez un logiciel de CAO, SolidWorks ou autre. Pour les éléments finis, est-ce que vous intégrez vos modèles sur les fameux logiciels éléments finis comme Abacus, ANSYS, pour modéliser, par exemple, la porosité? À ma connaissance, on peut les modéliser par des modèles postés sur Abacus, ANSYS ou comme ça, qui sont donc les logiciels commercialisés. Et pourquoi pas vous comparer vos modèles en intégrant avec une large masse d'éléments finis et vous faire la correspondance entre vos modèles numériques et vos résultats expérimentaux. Merci. Alors, merci pour la question. Dans le fond, je vais faire un peu d'historique. Comme c'est vient de le mentionner, il y a une différence entre la fabrication additive, par exemple, et l'injection plastique. Quand on fait le test de traction, on voit l'écart entre les deux courbes de traction. Bien évidemment, si on compare avec les modèles d'éléments finis, on voit un grand écart. Bonne explication à un classique parce qu'on a de la porosité, parce qu'on a des défauts à l'intérieur de la pièce, parce que les couches ne sont pas assez collées avec des laminages, il y a plein de raisons à ça. Donc, on s'est dit que ça n'a pas de sens qu'on reste avec un comparatif injuste, donc on ne compare pas l'injection plastique avec la fabrication additive. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la reconstruction pour avoir la topologie de la pièce exacte. Ok, inclinons les posés. Je me rappelle que le premier test, on a lancé sur Abacus, sur une station de calcul qui est quand même performante. Ça a bloqué au bout de 48 heures. Ce qu'on a remarqué, c'est que les porosités ont une taille infiniment petite et ça crée de la distorsion à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le maillage qu'on a utilisé était trop grossier par rapport à la taille des porosités. Bon, on se dit, OK, on va affiner la taille de maille. Mais ça prend des capacités de calcul énormes. Plus qu'on raffine, plus ça demande des capacités de calcul. On est allé sur un serveur dédié, on n'a pas réussi à faire la simulation. Il y a de la distorsion encore. Est-ce qu'on a une solution? On n'a pas une solution. On a une solution, je ne vais pas y en parler tout en détail, mais on commence à programmer notre propre code pour réaliser la simulation élément finie sur des structures qui sont reconstruites, mais il faut intégrer la machine learning là-dedans. Le maillage standard ne peut pas fonctionner avec des structures qui sont reconstruites comme ça. Une dernière question ici. Cher professeur, je vous remercie pour la pertinence de votre présentation. Très honoré d'être là et voir cette qualité de recherche. Vraiment, je vous souhaite bon courage. Ma question, en tant que, je ne vais pas dire expert en impression 3D, il n'y a pas d'expertise dans ce domaine-là, c'est très vaste. Ce que j'ai aimé pendant votre présentation, le fait de nous expliquer et nous donner aussi les défis, les contraintes pendant l'impression 3D. Moi, j'ai une simple question. Vous avez présenté le process d'impression 3D et vous avez utilisé, je pense, 2 types d'imprimantes 3D. Et les imprimantes 3D avec le plateau, il y a les imprimantes 3D avec chambre fermée. Et vous galérez avec, je sais, les contraintes au niveau de l'impression 3D avec la température. Est-ce que vous avez pris en considération le fait d'utiliser une imprimante sans chambre fermée? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Dans le fond, au niveau des imprimantes, on a plus que 20 imprimantes qui sont disponibles. Ok, on part d'une imprimante de $500 à une imprimante de 50 000, avec température contrôlée, avec toutes les features. Mais, il y a un défi.
Oui, on peut payer des imprimantes à 50 000 $, mais on n'a pas le open source, on ne peut pas communiquer avec la machine. Ok. Et pour le digital twin, je vais laisser tomber l'effet de la température pour avoir accès au cerveau de la machine, parce que si je n'ai pas accès, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas lire la consigne à la sortie, je ne peux rien faire. Donc, la stratégie, c'est de commencer avec des chips pour avoir accès au cerveau. Et une fois qu'on développe la technologie, à ce moment-là, il faut travailler avec les fabricants, c'est pas dans les laboratoires. Merci beaucoup, professeur Habib, et merci à toute la salle pour l'intérêt.